Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 18 septembre 2020 et nous sommes au 14e webinaire du forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes. C'est un forum que nous avons lancé il y a 5 mois pour aider les journalistes, pour leur offrir des opportunités et pour leur donner des ressources dont ils ont besoin pour mieux couvrir la crise sanitaire mondiale. C'est pour nous une réponse aussi à la pandémie du Covid-19. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que les autres pays francophones peuvent apprendre du succès du Sénégal qui fait figure d'exception en matière de gestion de la pandémie du Covid-19. Vous êtes plus de 1000 journalistes dans notre forum et pour ceux ou celles d'entre vous qui nous suivent dans le groupe privé sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires ou pour ceux qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez soumettre vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de vos écrans, dans la boîte de discussion. Un des modérateurs du forum me fera parvenir ces questions que je vais bien évidemment relayer ou remonter vers le panéliste. Nous accueillons aujourd'hui le monsieur Idriss Hassan. Il est journaliste spécialiste des questions de sciences et chargé de cours au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également le chef de service santé-environnement du journal Le Soleil. Monsieur Hassan est également coordonnateur et animateur principal de la rubrique Inventeurs et chercheurs de chez vous, qui paraît tous les lundis au Soleil de 2013 à 2018. Il est également le coordonnateur pour le compte du journal Le Soleil des suppléments sur les rencontres scientifiques Forum Galiléen et du Nest Time Forum en 2016. Il est également le coordonnateur du magazine Sciences, Technologie et Innovation, consultant principal du Fonds des Nations Unies pour la population pour la réalisation des magazines de fin d'année et coordonnateur du magazine La Source de l'Eau-Fort. C'est un grand parcours. Merci beaucoup, Monsieur Idrissa, d'avoir accepté notre invitation une fois encore. Merci beaucoup, vous aussi, de l'insigne honneur que vous me faites d'être parmi les panélistes sur ces questions liées à la COVID. L'exemple du Sénégal, en quoi il peut servir aux autres pays africains. Aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment du cas du Sénégal et avec ça, comme je viens de le dire, nous allons discuter de la façon dont le Sénégal fait face à la crise du coronavirus, les mesures préventives qui ont été prises, la politique de santé qui a été adoptée par le pays et également ce que les autres pays francophones peuvent apprendre de ce pays qui a décroché la 2e place au classement mondial du magazine Foreign Policy, qui a examiné comment 36 pays ont géré la maladie à coronavirus. Selon ce classement, le Sénégal gère plus efficacement la crise sanitaire mondiale, alors que certains pays occidentaux comme la France, la Belgique, le Danemark et même les États-Unis sont en queue de ce classement. Au Sénégal, les résultats des tests du Covid-19 sont disponibles dans les 24 heures ou parfois moins, et il n'y a pas de bagarre pour les masques. Les hôtels ont été mobilisés pour accueillir les patients asymptomatiques et les scientifiques s'empressent également de développer un ventilateur de pointe à faible coût. Monsieur Idrissa, avec ces résultats, le Sénégal fait figure de bon élève en Afrique. Mais dites-moi, quels sont les facteurs qui ont aidé le Sénégal à mieux préparer une riposte contre la COVID-19? Oui, il faut le dire, il y a plusieurs facteurs qui ont permis au Sénégal aujourd'hui d'obtenir ces bons résultats. Nous ne pouvons pas occulter la volonté politique. Dès le début de la pandémie, le président Macky Sall a organisé un conseil présidentiel sur la gestion de la COVID. Ce conseil est sanctionné par beaucoup de mesures. Il y a d'abord un budget qui a été dégagé pour permettre aux structures sanitaires de mieux prendre en charge les malades, de faire d'abord un test. Les tests, on réalise des tests les résultats sont disponibles dans 24 heures. Donc cela a permis au Sénégal d'être très actif dans la réalisation des tests. Quand une personne est testée,
positive, elle est immédiatement prise en charge. Donc, au début, le Sénégal avait peu de malades, mais au fil du temps, le nombre de lits a été augmenté. En plus de cela, on a décentralisé au fil du temps. Au lieu que la prise en charge se fait uniquement à Dakar, la prise en charge aussi se fait au fur et à mesure dans les régions. Ce qui a permis d'éviter un engorgement du centre hospitalier universitaire de Fann, qui était jusqu'ici la référence en matière de prise en charge des maladies infectieuses. Donc, on a quitté l'hôpital de Fann pour décentraliser, par exemple, la prise en charge d'abord à Touba, qui est la deuxième grande ville selon la taille de la population. Parce que c'est après Touba, le foyer s'est concentré, par exemple, à Touba, après Dakar. Donc, dans la ville de Touba, il y a des centres de traitement. Des centres de traitement avec une évolution, par exemple, du nombre de lits. On est passé d'une trentaine de lits au début de la pandémie jusqu'à en avoir actuellement, à un moment donné, à plus de 100 lits. Donc, la stratégie du Sénégal a évolué. Au fur et à mesure que le nombre de malades augmente, les autorités ont augmenté la capacité de prise en charge. Donc, on avait peu de lits au départ, uniquement à l'hôpital Fann. Donc, il y a une décentralisation de la prise en charge. C'est après Touba, il y a d'autres hôpitaux de Dakar, l'hôpital principal, qui s'est aussi mis dans la prise en charge. Donc, de Fann, on est parti pour prendre en charge les autres malades dans les régions. En plus de cela, il y a aussi le test qui a été décentralisé. Au lieu que les tests se faisaient uniquement à Dakar, il y a le laboratoire de l'Institut Pasteur qui a décentralisé aussi la prise en charge la réalisation des tests. Donc, ce qui fait que on teste et on prenait en charge. Donc, les malades testés sont pris en charge. Donc, ils ne retournaient pas chez eux. Ils sont immédiatement pris en charge. Et puis aussi, on procédait à la désinfection des lieux où les malades venaient. Donc, on essayait le maximum possible d'interrompre, par exemple, la chaîne de transmission. Toutes les personnes qui étaient en contact avec un cas positif sont suivies, étaient isolées et suivies au départ. Donc, si vous êtes en contact avec une personne qui a été testée positive, on vous suivait, on vous prenait vos contacts, on vous suivait pendant 14 jours, on réalisait aussi des tests. Donc, si durant cette phase-là, vous êtes testé négatif, on vous libérait. Mais dans le cas contraire, vous êtes aussi pris en charge. Donc, ce qui fait que tous les cas contacts qui étaient positifs ont été pris en charge. Donc, au Sénégal, on peut dire que c'est un ensemble de facteurs. Il y a la volonté politique qui est là. Il y a aussi les médecins qui ont joué leur rôle. Ils avaient l'expérience avec la crise Ebola. Donc, ils se sont préparés à la gestion de ces pandémies. L'autre fait qu'on ne peut pas occulter, c'est aussi, il y a un volet médical, certes, mais il y a aussi un volet de mobilisation sociale. Ce volet de mobilisation sociale est assuré par la presse. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont dit, même le ministère de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, disait tout le temps que la bataille ne sera pas gagnée seulement au plan médical. Donc, il y a la mobilisation sociale, et cette mobilisation sociale a été réalisée en grande partie avec les socio-anthropologues, mais aussi les journalistes. Parce que nous ne devons pas oublier qu'à un moment donné, il y a une union sacrée autour de la maladie. C'est vrai que le journaliste doit être impartial, mais il y avait une prise de conscience que la presse avait un rôle à jouer. Parce que ce ne sont pas les médecins qui peuvent vulgariser les méthodes de prévention, ni les modes de transmission. Donc, les méthodes de prévention et les modes de transmission du virus ont été bien relayés par la presse de façon globale. Donc, la presse n'est pas seulement un acteur à part dans la croisade,
mais un acteur à part entière dans la lutte contre le coronavirus. Cela a permis une prise de conscience très tôt. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait un déni de la maladie, parce qu'on disait que, bon, ce n'était pas un virus qui était pas un virus qui était méchant, ce n'était pas trop virulent comparé, par exemple, à l'Africain, mais tout cela, il fallait travailler pour déconstruire ces préjugés qui allaient peser sur la prise en charge. Parce que nous sommes en Afrique. Les gens avaient, au départ, commencé à banaliser, même à dénier la maladie, mais tout cela, la presse a contribué à l'éveil de conscience, à une prise de conscience, à l'appropriation, par exemple, des mesures barrières. Je peux vous dire que, par exemple, tous les jours, tous les médias et toutes les radios véhiculaient, par exemple, le bulletin hebdomadaire. Ça, c'est d'un. Mais au-delà de ça, il y a même, disons, ils invitaient, par exemple, les médecins qui parlent de façon régulière des méthodes de prévention et les modes de transmission du virus. Donc, tout cela, disons, a contribué à ralentir d'abord la progression de la maladie au Sénégal et aussi à avoir moins de cas. Mais il faut dire qu'il y a une base sur laquelle le Sénégal avait travaillé. Le Sénégal avait eu une expérience en matière de prise en charge, par exemple, du virus Ebola. Les médecins sénégalais, le professeur Sedi et son équipe avaient guéri l'étudiant guinéen qui était venu au Sénégal. Cela a permis de capitaliser, disons, les bonnes pratiques. Comment éviter qu'il y ait moins d'infections dans les structures sanitaires. Donc, cela a permis au Sénégal d'avoir moins d'infections intra-hospitalières. Les médecins savent comment s'habiller et même se déshabiller pour avoir moins d'infections. Donc, c'est beaucoup de facteurs qui ont permis au Sénégal d'avoir ces bons résultats. C'est vrai qu'il y a aussi le CROUS qui est là, mais je dois rappeler aussi que le CROUS a été mis en place suite, par exemple, à cette expérience d'Ebola. Voici grosso modo ce qu'on peut dire. Je dois aussi dire que tous les cas contacts, les gens qui étaient cas contacts au début étaient suivis, étaient même mis dans des hôtels. Donc cela a permis de réduire, de ralentir, disons, la transmission. Si par exemple les cas contacts étaient par exemple 16, s'il s'avérait qu'ils sont devenus positifs, ça pourrait entraîner beaucoup d'infections. Mais au départ, tous les cas contacts étaient dans des hôtels. Cela a permis d'avoir un nombre jusqu'à présent restreint d'infections. Si les cas contacts étaient laissés à eux-mêmes et par la suite que ces cas contacts se révélaient positifs, on risque d'avoir beaucoup d'infections. Mais le Sénégal, au début de la pandémie, a tout fait pour isoler ces cas contacts. Ces cas contacts étaient dans des hôtels. Maintenant, si au bout, par exemple, des 14 jours, le cas contact s'est révélé négatif, donc il rentrait chez lui. Donc, grosso modo, ce sont ces facteurs qui ont contribué, disons, à avoir ces bons résultats. Oui, monsieur Idrissa, au-delà de tous ces facteurs que vous avez énumérés, la décentralisation des tests, l'expérience de la gestion du combat contre Ebola et puis ensuite la prise en charge des personnes qui sont testées positives, dites-moi, quelles sont les mesures vigoureuses ou audacieuses qui ont été prises par le gouvernement sénégalais dans cette lutte contre le coronavirus? Vous savez que le Sénégal, c'est un pays où il y a jusqu'à présent le poids de la religion. Et au Sénégal, on a vu, par exemple, on a beaucoup d'événements religieux. Le gouvernement, en interdisant, par exemple, les rassemblements, a de facto aussi contribué à interdire de façon
tacite. C'est un rassemblement religieux. Si, par exemple, on n'avait pas interdit ces événements religieux qui drainaient des foules, on aurait dû avoir plusieurs infections. Donc, le gouvernement a été courageux d'interdire certains rassemblements et aussi d'interdire les prières dans des mosquées, y compris même le jour de la Korité. Les gens n'ont pas fait des prières collectives, dans beaucoup de régions du Sénégal, dans beaucoup de villes. Il n'y avait pas de prière collective. Les gens sont restés chez eux pour faire la prière le jour de la Korité. Par contre, dans certains endroits où on avait prié, par exemple, comme à Yoff, ici à Dakar, une communauté religieuse qui est au Sénégal, les Layènes, ils ont respecté la distance. Donc, c'est un fait inédit. En priant, en respectant la distance. Donc, il y a par exemple l'interdiction des rassemblements. Il y a aussi le couvre-feu qui a été instauré. Ce couvre-feu a permis de limiter les déplacements. C'est-à-dire, il y a aussi l'interdiction, par exemple, du trafic entre les villes. Donc, au Sénégal, jusqu'à on avait dit, par exemple, il n'y a pas de trafic interurbain. Cela a été interdit. Donc, cela a permis d'isoler certaines localités. Par exemple, on savait que par exemple, le foyer était à Touba et à Dakar. Mais on avait fait plus de 4 mois plus tard, dans certaines régions, on n'avait pas un seul cas de coronavirus. Donc, le fait aussi d'interdire le trafic interurbain a permis au Sénégal de limiter au maximum les infections. D'ailleurs, c'est tout récemment que certaines régions comme Matam ont eu leur premier cas, c'est-à-dire après la Tabaski, quand les mesures ont été levées, qu'on a commencé à avoir les premiers cas d'infection dans certaines régions. Mais juste avant cela, il y a des régions qui n'avaient aucun cas de coronavirus. Aucun. Il y a des départements qui viennent d'avoir leur premier cas jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il y a des départements qui n'ont aucun cas, qui sont repassés au vert. Donc, c'est quand les enseignants, on avait pris la décision de rouvrir les écoles, que certaines régions ont eu leur premier cas. Et en réalité, ces cas de ces régions venaient de Dakar. Parce que quand il y avait le couvre-feu, quand on avait interdit les déplacements, beaucoup d'enseignants étaient à Dakar, qui étaient dans les régions. Ils sont venus à Dakar pour les fêtes de Pâques. Maintenant, c'est quand ils repartaient que certains ont exporté le virus. Donc, ces mesures ont contribué, pour moi, disons, à localiser, avoir moins d'infections à l'échelle nationale. Donc, au Sénégal, on peut dire, jusqu'à une période très récente, les foyers étaient à Dakar et à Touba. Touba et Dakar et un peu Thiès au départ. Donc, c'est dans ces villes où on avait beaucoup plus de cas comparé aux autres localités. C'est actuellement qu'on commence à avoir aussi plus d'infections à l'intérieur du pays. Mais au départ, c'était Dakar, Touba et Thiès. Donc, c'est un ensemble de mesures qui ont produit les effets escomptés. Donc, pour vous, monsieur ça, le classement révélé par surprise. Disons, c'est-à-dire, il faut dire aussi, hein, en fait, au début de la pandémie, il y a après un mois, les gens ont commencé déjà à parler du Sénégal. Il y a beaucoup de reportages des médias étrangers qui ont parlé du Sénégal. Mais à un moment, je pensais même que le Sénégal avait dormi sur ses lauriers. Après, on a commencé à avoir plus d'infections. On avait eu plus d'infections en un temps si court. On parlait même d'explosion de cas. Donc, je peux dire que
Au départ, on était cité comme un bon élève. Mais à un moment donné, il y a un relâchement. Ce relâchement a entraîné, disons, une explosion des cas. On avait eu beaucoup de cas communautaires aussi, à un moment donné. Donc, actuellement, si je regarde ce classement, je peux dire que, bon, ça m'a un peu surpris. Si nous savons, par exemple, que les pays asiatiques étaient très stricts sur ces questions, ils avaient des méthodes de plus strictes, des gens très disciplinés, ils avaient plus de moyens pour faire des tests que le Sénégal. Donc, il y a des pays qui ont plus de moyens pour faire le test, pour faire plus de tests rapidement que le Sénégal. Donc, moi, ce dernier classement est à la limite pour moi une surprise parce que il y a quelques mois de cela, on avait une explosion de cas communautaires. On avait une explosion de cas communautaires et on avait aussi, disons, un infléchissement, par exemple, du nombre de guérisons. Mais c'est à partir du mois de juin qu'on a commencé à encore avoir plus de personnes qui étaient guéries de la COVID au Sénégal. Et la tendance se poursuit. Mais il faut dire aussi, comme le professeur Sidi l'a toujours dit, ils ont mis en place un protocole, disons, un protocole qui a permis au Sénégal d'obtenir ces bons résultats. On a aussi moins de cas graves. Le Sénégal a ceux qui sont souvent touchés, et c'est des populations jeunes qui résistent plus aussi à la pandémie du coronavirus. La stratégie du Sénégal n'a jamais été figée. Elle a évolué en fonction des réalités, en fonction des besoins aussi, quoi. Pour moi, on ne pouvait pas revenir occuper la première place. Si on regarde au mois de mai, mois de juin, on avait beaucoup d'explosions de cas communautaires. Donc, ça a été pour moi une surprise d'occuper cette place. Quel est le protocole qui a été mis en place? Vous venez d'évoquer un protocole tout de suite dans votre allocution. Oui, en fait, le Sénégal a mis en place le protocole chloroquine azithromycine, c'est-à-dire l'association de la chloroquine et l'azithromycine. En fait, c'est le protocole disons, c'est pas, c'est le professeur Sidi m'a une fois dit qu'il a un peu modifié le protocole de Didier Raoult. Moi, j'ai interrogé plusieurs fois le professeur Sidi. Il m'a fait une confidence qu'il a un peu modifié le protocole de Didier Raoult. C'est-à-dire, le Sénégal ne se base pas sur les études au niveau international pour ajuster sa stratégie. Le Sénégal réalise au fur et à mesure ses études cliniques. Donc, ce sont ces études que le Sénégal réalise qui permettent au Sénégal d'ajuster ses stratégies. Donc, lui, il a toujours dit que l'utilisation, par exemple, de la chloroquine, ils n'ont pas décelé jusqu'à présent des effets irréversibles sur les malades. Mais il m'a dit que ce n'est pas la même dose qu'ils administrent, par exemple, aux malades. Donc, il a apporté une touche au protocole de Didier Raoult. Alors, Monsieur San, une question, c'est une question de savoir est-ce que actuellement vous assistez à un certain assouplissement des mesures de COVID-19 au Sénégal? Oui, il y a un assouplissement. D'ailleurs, on vient même de lever, je pense hier, l'interdiction par exemple, la limitation du nombre de places dans les véhicules de transport. Auparavant, il y avait le nombre de places était limité dans les voitures de transport. Mais depuis hier, je crois, la mesure a été levée. Donc, c'est pour vous dire que, mais aussi, il y a une baisse aussi des contaminations. Il y a actuellement une baisse nette des contaminations au Sénégal et il y a un bon taux de guérison. Donc, on a une baisse des contaminations et un bon taux de guérison. Actuellement, il y a un assouplissement, par exemple, des mesures barrières. La preuve, c'est la levée de la limitation du nombre de places dans les voitures de transport public.
Mais jusqu'à présent, les gens portent des masques, hein, principalement à Dakar, dans les lieux publics. Même si de temps en temps, il y a un relâchement. Moi-même, j'ai constaté un relâchement devant les boulangeries, parce que certaines personnes ne respectent pas la distanciation physique. Je ne sais pas c'est dû à quoi, mais depuis quelque temps, on observe qu'il y a quand même qu'il y a un relâchement. Mais peut-être aussi, les gens disent que actuellement, beaucoup de gens se guérissent de la maladie, donc il n'y a rien à craindre de toutes les façons. Peut-être c'est ce qu'ils... À ce jour, c'est vrai, il n'y a aucun traitement. Allô? Allô, oui? Idrissa, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. En fait, il me semble que Kossi a un problème avec la connexion, mais il y a un participant qui a posé la question juste pour savoir est-ce que le Sénégal est prêt à partager son expérience avec les autres pays de la sous-région? Si oui, comment ça va se faire? Voilà. En fait, en réalité, le Sénégal a commencé à partager son expérience avec la Gambie. Ils ont déployé, le président de la République du Sénégal a donné instruction au professeur Seydi, au professeur Bousso, au professeur Diarra, et toute une équipe était déployée en Gambie. Parce qu'en Gambie, on avait plus de 30% d'infections d'agents de santé. Donc le Sénégal, c'est les responsables de la lutte contre la COVID ont fait le déplacement en Gambie pour voir comment remettre à niveau, par exemple, le système de sanitaire de ce pays et partager l'expérience du Sénégal en matière de gestion de la COVID. Donc, c'est pour vous dire que même le professeur Bousso avait dit que si le Sénégal parvenait, par exemple, à vaincre, disons, entre guillemets, la maladie, et qu'en Guinée-Bissau, il y a le coronavirus, en Mauritanie, il y a le coronavirus, donc le Sénégal n'est pas épargné. Donc, parce que c'est presque le même peuple. Donc, si le Sénégal a un bon résultat, or la Gambie n'a pas un bon résultat, donc vous voyez, jusqu'à présent, il y a toujours la possibilité de déplacement des populations. Donc, ces gens peuvent venir infecter des Sénégalais, comme les Sénégalais aussi peuvent venir dans ces pays infecter les Gambiens, ou bien les Maliens, ou bien les Mauritaniens. Donc, c'est pour vous dire que le Sénégal a commencé à partager son expérience en matière de gestion de la pandémie du coronavirus. L'équipe du Sénégal, normalement, le Sénégal doit envoyer, même, je pense qu'ils l'ont déjà fait, ils doivent envoyer une équipe pluridisciplinaire en Gambie pour appuyer ces pays à mieux gérer, par exemple, la pandémie du coronavirus. Le Sénégal a tout à gagner en partageant son expérience avec les pays de la sous-région. C'est bon? Et puis, il y a une autre question qui voulait juste dans les pays européens, il y a une seconde vague. Est-ce que le Sénégal crée cette seconde vague? C'est la question d'un autre participant toujours. Oui, en fait, je ne sais pas trop vous répondre. Mais c'est qu'ici, les médecins se préparent à tout. Eux-mêmes, ils refusent même de crier victoire très tôt. Ils sont très prudents. Jusqu'à présent, que ce soit le professeur Seydi ou le professeur Bousso. Parce qu'on avait constaté entre le 20 jusqu'au 30 août, une baisse significative du nombre d'infections. On avait constaté aussi un bond du taux de guérison. C'est-à-dire, on était sur ce que moi, quand j'écrivais un article sur ça, j'ai dit que par exemple, le Sénégal est sur la courbe de l'espoir. C'est comme ça que j'ai titré l'article là. Mais après, j'ai eu l'entretien avec le professeur Seydi. Il dit que nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir une baisse durable, un nombre de guérisons aussi qui s'inscrit dans la durée. Il dit qu'il faudra que tout cela s'observe dans le temps pour qu'on commence à dire qu'on n'est pas loin du but.
Mais eux, jusqu'à présent, ils sont des scientifiques. Quand le public essaie de s'enflammer, eux, ils refusent de s'enflammer. Ils sont toujours prudents. Parce qu'ils disent, par exemple, le propre du coronavirus, c'est que c'est un virus qu'on ne peut pas cerner. C'est un virus qui nous révèle chaque jour ses différentes facettes. Donc, eux, ils refusent de crier très tôt victoire, même si actuellement, on est sur une bonne tendance. On est sur une bonne tendance. Donc, eux, ils se préparent à toutes les éventualités. Je ne sais pas si Kossi a une autre question à poser. Alors, monsieur Idriss, oui. Le Sénégal a certainement été confronté à certains défis. Je veux savoir comment le pays a fait face à ces défis-là, comment il a pu les surmonter. En fait, parmi les défis que le Sénégal était confronté, il y a d'abord au départ, parmi les défis, c'est la capacité, par exemple, d'accueil. On avait une capacité d'accueil qui était très limitée, qui était essentiellement d'abord à l'hôpital, au centre hospitalier universitaire de Fann, là où sert le professeur Seydi. Maintenant, c'est au fil du temps qu'on a créé, par exemple, qu'on a augmenté le nombre de lits dans d'autres structures à Dakar, avant aussi d'avoir des centres de traitement dans les régions et même dans une ville religieuse comme Touba. Donc, le gouvernement aussi a dégagé les moyens pour acquérir, par exemple, les respirateurs. Donc, on avait un nombre limité, mais tout cela, au fil du temps, avec l'augmentation des cas graves, avec l'augmentation des nouvelles infections, le Sénégal s'est réajusté. C'est-à-dire, d'une capacité qui était très limite, on a évolué pour augmenter le nombre de lits, on a évolué aussi pour augmenter le nombre de lits dans les services de réanimation. Donc, jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas connu de débordement. On est à plus de... Depuis mars jusqu'à présent, on n'a pas connu de débordement. Et aussi, comment le Sénégal a géré, par exemple, a géré la crise. Il y a des centres, par exemple, à un moment donné, on a même ouvert des centres de traitement des personnes asymptomatiques, ce qui est original. Après, on a évolué vers un traitement à domicile. Donc, tout cela, ça montre que la stratégie du Sénégal n'a jamais été figée. La stratégie a évolué en fonction du temps et en fonction des réalités. Donc, ce qui fait qu'au Sénégal, d'abord, pour le défi lié par exemple à la logistique, c'est ainsi que ce défi a été géré. L'autre défi, c'est le déni de la maladie. Au début, il y a un déni de la maladie. Certains, du fait de certaines croyances, banalisaient à la limite le coronavirus. Maintenant, comment surmonter ce déni? S'il y a un déni, les gens n'allaient pas respecter, par exemple, les mesures barrières. Les gens n'allaient pas se protéger. Mais il fallait bâtir une stratégie de communication qui a permis de conscientiser les Sénégalais du danger de la maladie, pour qu'ils ne banalisent pas la maladie. Donc, tout cela, il y a eu un travail avec l'utilisation, par exemple, des personnes influentes, des musiciens, des artistes qui ont contribué à éveiller la confiance. Donc, la lutte, et même des socio-anthropologues sont intervenus pour conscientiser, par exemple, les Sénégalais. Les socio-anthropologues, au même titre que les médecins, étaient aussi sur le terrain, aussi bien à Dakar que dans les villes de l'intérieur. Donc, pour résumer, le Sénégal a joué sur plusieurs leviers pour résoudre, par exemple, les contraintes qui sont les contraintes que le Sénégal avait rencontrées. Je dois aussi dire que au plan de la recherche, on a beaucoup, par exemple, d'étudiants ou bien d'ingénieurs en fin de cycle qui ont aussi contribué en créant, par exemple, des robots qui assistent les médecins
ils ont mis au point aussi des ailes qui sont certifiées. D'autres ont mis en place, ont confectionné des masques parce qu'on ne pouvait pas tout importer d'Europe. Il y a aussi, disons, il y a des masques, il y a des distributeurs automatiques de gel, il y a même des stérilisateurs conçus par des Sénégalais. Donc, ces contraintes liées par exemple au matériel ont été levées aussi grâce au génie des Sénégalais qui ont, chacun a contribué selon son domaine de compétences à lever ces contraintes. Parce qu'on ne pouvait pas tout attendre aussi d'Europe. Même pour les masques, ce sont des Sénégalais qui ont fabriqué les masques locaux, qui ont aussi produit des effets. Certains masques même, je pense, ont été homologués par l'Agence nationale de normalisation du Sénégal même. Donc, c'est tout ça. Oui, alors, une autre question juste concerne quand on parle des masques fabriqués localement, des fois on suppose qu'il y a des innovations au niveau local parce qu'on a entendu parler qu'au Sénégal, il y a un suivi du COVID, on a innové avec beaucoup de solutions. Par exemple, le suivi du COVID à Paléa, c'est l'une des solutions qu'a adopté le Sénégal très dernièrement. Est-ce qu'il y a d'autres innovations du genre comme réponse face au COVID et quelles ont été les limites face au recours à ces innovations? Bon, d'abord, si nous prenons par exemple, je vous parle du robot par exemple, du robot mis au point par les étudiants de l'école supérieure polytechnique de Dakar. On sait que par exemple, ce robot peut jouer un grand rôle en matière de protection des agents de santé, parce qu'il y a moins de contact entre les praticiens de santé et les malades. Donc, ce robot peut jouer ce rôle-là. Mais le robot n'a pas été produit à grande échelle. Par exemple. On a aussi des respirateurs artificiels mis au point par les étudiants de l'école polytechnique de Thiès, qui est, disons, qui est à une centaine de kilomètres de Dakar, notre université régionale. Donc, tout cela, le problème est que ces gens-là, ils ont mis au point ces innovations, mais ce n'est pas une production à grande échelle. Donc, pour passer à une échelle du prototype, par exemple, à plusieurs unités, il faut un accompagnant, par exemple, soit des industriels, soit du pouvoir public, pour avoir plusieurs respirateurs. Encore faudrait-il que ces respirateurs soient aux normes pour pouvoir être utilisés dans la prise en charge des cas graves en matière de réanimation. L'autre fait aussi qu'on n'oublie pas, parce que les étudiants, beaucoup d'étudiants de sénégalais ont mis au point des gels. En fait, ont conçu des gels. Et même d'autres Sénégalais se sont lancés aussi dans la production de gels. Mais une étude a montré que plusieurs gels produits, certains gels produits n'étaient pas aux normes. Donc, vous voyez, donc tout cela aussi, par exemple, c'est l'IFAN, le laboratoire de l'IFAN, qui a réalisé une étude sur 14 gels. Sur les 14 gels-là, on s'est rendu compte que c'est seulement deux gels qui répondaient aux normes. Donc, les autres ne répondaient pas aux normes. Donc, tout cela, c'est des limites par rapport à ces innovations. Ce sont autant de limites par rapport aux innovations que les Sénégalais ont apportées, par exemple, soit pour la confection des masques, soit pour le robot qui devait suppléer, par exemple, qui devait, disons, prendre un peu la place aux praticiens de santé. Alors, M. Idriss Hassan, aussi, le Sénégal est parmi les premiers pays africains, je dirais, à avoir commandé le médicament COVID à base de plantes du Madagascar, vous avez entendu, ou bien vous avez même publié beaucoup d'articles sur ça, mais ce COVID organique, c'est ça qu'on appelait ça, je me souviens. Et le lendemain, c'est l'OMS qui se déclare qu'il n'y a aucune preuve que ces substances proviennent ou guérissent la maladie. Est-ce que jusqu'à ce jour, pensez-vous que le Sénégal va suivre la même voie avec, en combinant des solutions, disons, innovantes avec le médicament traditionnel du Madagascar? En fait, j'ai suivi le professeur Yérim récemment, c'est lui qui s'occupe
de cette plante au Sénégal. Il dit qu'ils sont en train de, de faire des essais. Donc, ils sont en train d'affiner, par exemple, tout cela. Mais moi, je crois que le Sénégal pourrait l'utiliser éventuellement. Mais jusqu'à présent, le Sénégal est en train de réaliser d'abord ses études, voir comment affiner tout cela avant son utilisation. C'est ça en fait, si je suis par exemple l'interview du professeur Yérim, c'est lui, l'interview du professeur Tandaka, c'est lui qui est le directeur de la pharmacie du Sénégal. Donc, ils sont en train de travailler sur ces médicaments. Je pense que si l'efficacité est avérée, il n'y a pas de raison que le Sénégal n'utilise pas ces médicaments, d'autant plus que ça, c'est mon point de vue. Hein. En fait, nous sommes, disons, on ne peut pas nier, par exemple, par exemple, de façon nette que ces plantes médicinales n'ont pas d'effet sur certaines maladies en Afrique. Même l'OMS l'a compris. L'OMS aussi a compris parce qu'ils disent qu'ils sont en train d'élaborer, par exemple, un protocole pour valider certains médicaments issus de la médecine traditionnelle. Ça, c'est l'OMS même qui l'a dit. Donc, moi, je crois qu'on ne doit pas jeter, par exemple, on ne doit pas jeter tout à la poubelle parce que ces médicaments aussi, nos plantes, de façon globale, hein, nos plantes africaines, ont des vertus thérapeutiques que personne ne peut nier. La preuve en est que même ces médicaments modernes, entre guillemets, sont issus des plantes médicinales. Donc, je pense que ce qu'on doit faire avec le Covid organique, c'est essayer de voir comment affiner, par exemple, ce qui a été fait et éventuellement, pourquoi ne pas l'utiliser. Ça, c'est un point de vue personnel. D'accord. À propos des statistiques sur le coronavirus, Thiedo Nwankwo, elle est professeure d'affaires africaines à l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Elle a déclaré que nous devons prendre les chiffres avec une pincée de sel. Avez-vous le sentiment qu'il y a une certaine transparence dans les chiffres avancés par le gouvernement sénégalais? Oui, en fait, même nous, honnêtement, moi j'ai eu souvent des discussions très houleuses avec les collègues. En fait, ils disent que est-ce qu'il faut se baser, par exemple, sur le nombre de personnes, sur le nombre d'infectés, ou bien sur le taux de positivité. Donc, il y a un débat sur ça. Au Sénégal actuellement, est-ce que il faut élargir, par exemple, le champ, par exemple, des tests? Est-ce qu'il faut se limiter uniquement, par exemple, aux personnes contacts et aux malades? La question se pose actuellement. La question se pose. Est-ce que nos pays, on a suffisamment, par exemple, suffisamment de moyens pour faire beaucoup de tests? Si vous faites beaucoup de tests, cela suppose qu'il faudrait prendre en charge tous les malades. Est-ce qu'on est prêt à prendre actuellement tous les malades? Est-ce qu'on a les moyens de prendre à l'instant tous les malades? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est ça, en fait, c'est ça ma conviction. Maintenant, au Sénégal, la vérité des chiffres dont vous parlez, si vous voyez, par exemple, chaque jour, il y a un bulletin. Chaque jour, il y a un bulletin que les gens donnent. On donne le nombre de nouvelles infections, le nombre de décès, le nombre de personnes qui sont en réanimation, le nombre de personnes qui sont aussi sous traitement. Donc moi, je crois, par exemple, au Sénégal, ils n'ont pas intérêt à falsifier les chiffres. Et là où je leur donne un peu de crédit, parce que il y a un moment où on avait plus d'infections. Ils n'ont pas hésité à dire qu'on a trop de cas. Quand ça a commencé à baisser aussi, ils n'ont pas hésité à dire qu'il y a une baisse des infections. Je crois pour le cas du Sénégal, il n'y a pas une manipulation du chiffre. En tout cas, le ministère avait fait le pari d'être transparent durant toute la pandémie. Au Sénégal, je ne crois pas que les gens se
Je ne crois pas, je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas qu'ils ont intérêt à manipuler les chiffres. D'ailleurs, la preuve en est que le Sénégal ne se gênait pas de dire, par exemple, ils ont plus d'infections à un moment donné, journalières, que la Côte d'Ivoire, à un moment donné. Donc, à un moment donné aussi, certains pays avaient dépassé le Sénégal en termes d'infection. À un moment donné, le Sénégal est revenu encore, repassé devant ces pays. Ils n'ont pas hésité à donner, par exemple, les chiffres. Ils n'ont pas hésité à donner ces chiffres. Donc, je crois que quand même au Sénégal, peut-être aussi, cela n'enlève en rien. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont infectées qu'on n'a pas détectées. C'est possible. C'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui sont dans la communauté, qui sont porteuses du virus qu'on n'a pas détecté. Ça peut arriver. Mais pour tous ceux les gens qui sont détectés, suivis par le ministère, je crois que les chiffres sont exacts. Alors, n'empêche peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans les communautés qui n'ont pas été testées et qui sont porteuses du virus. C'est possible. Bien possible. Alors, il y a un autre participant. D'accord. Juste avant, juste pour la même question, il y a un autre participant qui voulait savoir comment les journalistes sont associés à l'obtention de ce résultat contre le virus. Oui, en fait, c'est ça. Il faut le dire. Au départ, il y a une union sacrée autour de cette maladie. Moi-même, j'étais surpris parce qu'on sait que les journalistes doivent être des acteurs neutres. Mais les journalistes ont été des acteurs à part entière dans cette croisade. Des acteurs à part entière parce que aussi, il n'y avait pas d'autres activités. Donc, tout était sur le coronavirus. Tout le monde avait intérêt à ce que le coronavirus passe ou bien que les incidents soient amoindris. Donc, il y a un moment donné, il n'y avait pas de séminaire. Il n'y avait rien. Tout était focalisé sur le coronavirus. Donc, le pays était à l'arrêt. Le pays était à l'arrêt et les journalistes n'avaient pas d'autre choix que d'accompagner le processus de sensibilisation et d'information pour qu'à la fin, que nous ayons moins d'impact sur d'abord le système sanitaire, sur aussi la vie même tout court et sur l'économie. Parce que récemment, il y a une étude qui a été réalisée au Sénégal qui a montré que la presse a perdu 4 milliards de francs CFA à cause du coronavirus. Donc, la presse a intérêt à ce que aussi la maladie ait moins d'impact au plan économique. Parce qu'avant tout, c'est une question de survie pour tout le monde. C'est une survie pour tout le monde aussi. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la tyrannie de l'information sur le coronavirus. Donc, tout était centré sur le coronavirus. Même les médias privés ont offert des séquences d'informations sur les mesures barrières, sur les méthodes de transmission du coronavirus. Donc, si on regarde tout cela pendant des mois, on ne peut pas dissocier, par exemple, les résultats que le Sénégal a obtenus du rôle que les médias ont joué. Parce que la bataille ne pouvait pas se gagner uniquement sur le front médical. C'était impossible. La gestion d'une pandémie a une dimension sociale très forte. Donc, c'est pour cela aussi que même lors des séances au niveau du ministère, on laisse aussi la place aux socio-anthropologues qui parlent. Donc, ce ne sont pas uniquement les médecins, les médecins qui parlaient du coronavirus. Il y a beaucoup de sociologues, d'anthropologues qui ont parlé avec l'accompagnement de la presse. Tout cela a donné des résultats. Nous rappelons aux participants, à ceux qui nous suivent sur Facebook, que vous pouvez poser votre question à M. Idrissa dans les commentaires sous la vidéo ou pour ceux qui le font déjà dans la boîte de discussion sur Zoom, vous pouvez continuer. Nous sommes dans la dernière partie
de ce webinaire qui est prévu pour 1 heure. Monsieur Idrissa, à vous entendre, il y a une communication active du gouvernement sénégalais durant cette pandémie. Est-ce que vous pensez que cela aussi participe du succès qu'a le pays aujourd'hui? Oui, je dis oui parce qu'en fait, aujourd'hui, pour réduire le nombre d'infections, il faut sensibiliser les populations pour qu'elles s'approprient, par exemple, les mesures barrières, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou bien du gel hydroalcoolique, le port du masque, le fait d'éviter aussi de toucher certaines surfaces où le virus pourrait siéger, entre guillemets. Donc, si vous voyez, par exemple, il y avait une série, par exemple, d'articles et de dossiers sur les méthodes de prévention. Il y avait même des gens qui ont écrit des articles pour vous dire il faut beaucoup faire attention sur les pièces de monnaie, sur les billets de banque. Il y a même des articles qui ont critiqué des banques. Pourquoi les banques ne mettaient pas, par exemple, du gel au départ dans les guichets automatiques? Donc, pour vous dire que la peste n'a rien laissé au hasard. La peste n'a rien laissé au hasard. C'est-à-dire tout ce qui peut annuler les efforts entrepris par l'État, par le gouvernement, a été dénoncé avec virulence. Les gens n'ont même pas évité, malgré la sensibilité, par exemple, des questions religieuses au Sénégal, les gens n'avaient pas hésité à critiquer des gens qui voulaient mettre, disons, certains événements religieux au-dessus, par exemple, de la vie humaine des gens. Donc, il y a tout cela, il y a tout ce travail que la presse tout ce travail que la presse a mené, qui a permis aux gens de se ressaisir de manière rapide. Parce que nous sommes dans une société où encore on a nos us et nos coutumes. Les gens croient au-delà de la médecine, de la médecine moderne. Les gens aussi croient aussi à certaines pratiques. Donc ils disaient que non, certains disaient non, peut-être qu'ils ne sont pas vulnérables par exemple au coronavirus. Mais tout cela, il fallait un travail de sensibilisation, de conscientisation et même de persuasion des gens. Parce que nous, n'oubliez pas, il y a une manière de couvrir les événements qui permet de conscientiser les gens. Lorsque l'ancien président de l'OM est décédé, comment dirais-je, Diouf, j'oublie encore son nom. Ouais, Pape Diouf. Oui. Lorsque Pape Diouf est décédé du coronavirus, les gens se sont dit, voilà. Certains disaient en ce moment-là que le coronavirus, c'était une invention des Blancs. Mais, tu vois, c'est vrai que c'était un décès. Mais les gens ont montré Pape Diouf, qui est très connu, très célèbre, qui a les moyens, il est décédé du coronavirus. Donc, si lui, il décède du coronavirus, nous autres qui ont moins de moyens, nous sommes aussi vulnérables au coronavirus. Donc, tout cela, c'est pour déconstruire le déni autour du coronavirus. Donc, ce travail de déconstruction du déni autour du coronavirus ne peut pas être mené uniquement par des médecins. Il faut la presse, il faut des socio-anthropologues. Donc, c'est pour cela que je vous dis, par exemple, que la presse a joué un rôle fondamental dans l'obtention, par exemple, de ces résultats. C'est un exemple que je donne. Hein. Si vous prenez aussi certains marabouts, guides religieux, aussi ont pris la décision de ne pas organiser leurs événements religieux. C'est-à-dire, c'était des grands rassemblements. Au Sénégal, je ne vous apprends rien. Les religieux ont un pouvoir d'influence prépondérant. Et aussi, parfois même l'autorité centrale aussi
et oublié de faire avec ce pouvoir religieux des marabouts. Donc, quand ces marabouts qui ont un pouvoir ont pris la décision de respecter les mesures barrières, la presse a donné un exemple, ces marabouts. Mais j'ai oublié, je parle beaucoup des marabouts, mais j'ai oublié aussi, par exemple, l'Église. L'Église même a anticipé. C'est l'Église même qui a anticipé sur beaucoup de questions. L'Église au Sénégal, c'est vrai que c'est l'Église même qui a contribué, qui a entraîné certains marabouts dans cette mouvance. Parce que quand le gouvernement, je donne l'exemple, quand le gouvernement avait voulu ouvrir, par exemple, les édifices religieux, l'Église a dit non, elle continue à faire, elle continue à ne pas organiser des messes. Quand ils ont décidé d'ouvrir les écoles, l'Église aussi, avec les écoles catholiques, l'Église a décidé de ne pas ouvrir, disons, les écoles. Donc, vous voyez, l'Église aussi a joué un rôle central dans la limitation, par exemple, des rassemblements et par conséquent, des nouvelles contaminations. Donc, on ne peut pas oublier aussi cette dimension d'influence des religieux sur la lutte contre la maladie à coronavirus au Sénégal. Mais actuellement, vous savez que le Sénégal prépare l'un des plus grands événements religieux au niveau mondial. C'est le Magal de Touba. C'est l'un des plus grands événements religieux au niveau mondial qui te draine au bas mot entre 4 millions de personnes à 3 millions selon les statistiques. Donc actuellement, la grande question, c'est autour de ce grand événement religieux qui va se dérouler au Sénégal au mois d'octobre. Toutes les interventions aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est possible d'organiser le Magal avec des mesures barrières? C'est la grande question que les gens se posent actuellement. Et les gens se craignent que le Sénégal ait une nouvelle flambée de nouvelles contaminations à l'issue de ces Magal. L'expérience a montré, au lendemain de la Tabaski, il y a une hausse des contaminations, une hausse des contaminations communautaires, de manière générale. Donc, nous craignons aussi, avec le Magal, avec le déplacement des populations, qu'on retourne vers une nouvelle flambée de nouvelles contaminations. Une question d'un participant qui demande, peut-on avoir les statistiques des cas positifs guéris et qui ont rechuté et qu'est-ce qui provoque ces rechutes? Actuellement, au Sénégal, le nombre total de cas s'élève à 14 568 avec environ 8 165 guérisons et 299. Et le taux de létalité, c'est 0,02 actuellement au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qui provoque les rechutes? Je pense que M. Adessa en avait longuement parlé, si je ne me trompe pas. En fait, oui, je ne sais pas si je peux... En fait, à ma connaissance, c'était la rechute que c'est... en fait, il y avait, disons, il y a une rechute. En fait, ça fait plusieurs mois quand même, hein, dans la région sud, à Ziguinchor. À Ziguinchor, dans la région sud, il y a un malade français, je crois. Il y avait un malade français où il y a quand même une rechute. Si on parle de rechute, on avait parlé souvent de ce malade. Et aussi, je ne sais pas si je peux parler par exemple de rechute, parce qu'il y a des malades, certains malades, mais c'est un nombre très limité qui repartent à l'hôpital. À l'hôpital pour soigner les séquelles. Ça, le professeur Sidi en a parlé dans l'une de ses dernières interviews qu'il m'a accordé. C'est pour soigner quelques trucs qui sont bénignes. Donc, la rechute que dont j'ai eu vent, c'est surtout le malade français au sud du Sénégal. Par contre, il y a même ils ont dit, le professeur Sedi et le professeur Bousso avaient dans une réunion mensuelle dit, par exemple, ceux qui sont guéris et qui présentent quelques séquelles, qui n'hésitent pas, par exemple, à repartir à l'hôpital pour continuer le suivi. Peut-être si le professeur Bousso était là,
il serait plus en mesure de répondre sur ces questions que moi par rapport au... Justement. Et nous sommes presque à la fin de ce webinaire et j'aimerais savoir quelles leçons tirées globalement du Sénégal, de la façon dont le Sénégal a fait face efficacement à cette crise sanitaire mondiale. En fait, globalement, je peux dire que le Sénégal a bien géré cette crise avec des hauts et des bas. Parce que, imaginez, on avait fait plusieurs mois, par exemple, de mesures restrictives. À un moment donné, il y a un relâchement qui a entraîné une flambée, par exemple, des nouvelles contaminations. Après, maintenant, actuellement, on a une tendance qui est rassurante. Maintenant, il faut aussi maintenir ce cap. Mais ce que nous pouvons tirer, c'est-à-dire la crise là, doit servir, pas uniquement pour le Sénégal, mais à tous les pays africains à avoir un bon système de santé. Parce que nous devons plus investir dans le système de santé. Actuellement, si on n'avait pas un bon système de santé au Sénégal, peut-être les conséquences seront plus dramatiques. Et aussi, nos États doivent investir dans la formation de bons médecins, de bons praticiens de santé. Je pense que nous devons avoir une hiérarchisation des priorités. Il faut une hiérarchisation des priorités. Et que dans le domaine de la santé, on ne peut pas avoir de la complaisance. Il faut des compétents. Pour avoir tout cela, il faut investir, certes, mais nous devons avoir aussi de bonnes universités, de bonnes écoles de formation. Parce que aujourd'hui, je peux dire que le Sénégal a capitalisé une longue expérience. C'est ce qui nous a permis. Parce que le Sénégal a une longue culture de la médecine en Afrique. Parce que c'était la zone où on formait l'essentiel des médecins de l'Afrique de l'Ouest. Et même jusqu'à présent, beaucoup de médecins, par exemple, d'Afrique sont formés au Sénégal. Je parle même du Maroc, de la Tunisie, entre autres. Donc, je pense que l'éducation, c'est la base. Nous devons investir dans l'éducation. Investir beaucoup aussi dans la formation et avoir un système de santé. Nous devrons aussi relever nos plateaux techniques. Et surtout, ne pas tout concentrer dans la capitale. Il faut avoir de bons hôpitaux dans les régions. Surtout dans les régions. Avoir de bons hôpitaux dans les régions. Moi, je peux dire aussi, la force du Sénégal, c'est quoi? Ça, je l'ai oublié. Hein? Mais au Sénégal, on a des universités régionales. Dans ces universités régionales, ils ont des facultés de médecine. Donc, ce qui fait que il y a des professeurs dans les régions qui servent dans les régions. Donc, ces professeurs-là interviennent à la fois dans les hôpitaux et dans les hôpitaux et dans les universités. Je prends par exemple la région du Sud, à Ziguinchor, carrément au sud du Sénégal. On a le professeur Diatta, qui est un universitaire, un collègue du professeur Seydi, qui est à Dakar. Donc, ce que les gens de Dakar peuvent faire, eux aussi, à Ziguinchor, au sud, ils peuvent le faire. Je parle par exemple du truc. À Thiès, on a aussi des universitaires qui travaillent et dans les hôpitaux et dans les universités. À Saint-Louis du Sénégal, au nord du Sénégal aussi, c'est la même chose. Donc, à mon avis, on doit décentraliser à la fois les équipements et aussi les ressources humaines. Il ne faut pas tout mettre dans la capitale. Donc, il faut que l'élite travaille dans les régions. Il faut que l'élite travaille dans les régions. Voici entre autres ce que nous pouvons retenir, par exemple, l'expérience du Sénégal. Et n'oublie pas aussi l'Institut Pasteur de Dakar aussi. L'Institut Pasteur de Dakar a une grande expérience. Merci beaucoup. En matière de lutte contre les maladies virales. C'est une question que je viens de recevoir par mail et le participant demande ceci. Il dit ceci, je lis rapidement. Ma question c'est, ne pensez-vous pas qu'après le Magal,
commémoration du départ en exil de Cheikh Amadou Bamba, nous nous attendrons à plus de cas, ce que nous ne souhaitons pas du tout. Et par rapport à cela, quelles sont les mesures qui vont être prises pour éviter un tel cas, vu que les fervents talibés voudront aller cueillir des prières dans les mosquées? Oui, en fait, actuellement, c'est ce que je disais. La grande question, c'est ça, actuellement. La grande question, actuellement, au Sénégal, c'est ça. Parce que le Magal, je ne sais pas si vous connaissez le Magal draine au bas mot parfois 3 millions de talibés. Donc là où je dois se dire, waouh, 3 millions de talibés, je dis. Donc là où je dois dire 3 millions de talibés, imaginez par exemple la foule, la masse. Les gens viennent de partout. De partout. Je ne sais pas si je peux dire heureusement même, parce que cette année, comme il n'y a pas encore, dans certaines d'autres même quittent l'étranger, la France, l'Afrique du Sud, les États-Unis pour venir assister au Magal. Ils sont partout, les mourides sont partout. Donc cette année, donc peut-être ceux qui sont à l'étranger ne viendront pas, certains disons. Mais uniquement au Sénégal, mais si tout le monde, c'est presque, quand il y a Magal, le Sénégal est à la limite à l'arrêt. Le Sénégal est à l'arrêt quand il y a le Magal. Donc les gens se ruent vers Touba. Donc il y a des risques potentiels que le virus se propage dans la zone. Parce qu'il y a un attroupement, il y a une affluence des populations qui viennent de partout. Actuellement, la grande question au Sénégal, la grande question, c'est le Magal de Touba qui aura lieu au mois d'octobre. Actuellement, c'est la grande inquiétude, y compris c'est les médecins. Maintenant, que faire? Que faire? En tout cas, la communauté religieuse mouride disent qu'il est possible de faire le Magal en respectant les mesures barrières. Peut-être que le temps leur donnera raison, ou bien le temps donnera raison aux sceptiques. Maintenant, que faire? La question demeure posée. Merci beaucoup, Monsieur Idrissa Kane, pour ces moments de partage, pour ces connaissances, ce savoir. Vous avez été invité à la dernière minute, mais vous avez honoré notre invitation. C'est un plaisir immense pour nous et je pense que les plus de 1000 journalistes qui sont dans notre forum et qui vous ont écouté ont pu tirer des éléments et puis des informations pour écrire des articles afin de mieux informer le public sur la pandémie du coronavirus. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ces participants qui nous ont suivis, que ce soit sur Zoom ou directement sur notre page Facebook. Nous vous remercions et vous prions également de remplir le petit formulaire qui a été envoyé. Mon modérateur, le modérateur du forum, aimable, a envoyé un lien dans la boîte de discussion. Également, il a posté le lien sur Facebook. Ce lien nous permet de savoir est-ce que ce webinaire vous a été utile? Quelles sont vos recommandations? Qu'est-ce que vous aimeriez que nous fassions la semaine prochaine? Quelles sont les thématiques que vous aimeriez voir, couvrir? Donc, nous vous prions de remplir ce formulaire et ce petit sondage pour nous permettre de savoir si ce webinaire a été bénéfique pour vous. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore rejoint notre forum, nous vous invitons également à le faire. C'est un forum sur Facebook, forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale, un groupe privé qui rassemble les journalistes francophones du monde entier, les vérificateurs d'informations que nous appelons les fact-checkers, les experts de la santé de renommée mondiale. Nous réunissons ensemble ces acteurs pour collaborer entre eux, pour qu'ils puissent également développer des sujets de reportage transfrontalier. Et nous lançons également les concours pour primer les meilleurs reportages sur la COVID-19. Actuellement, nous avons lancé le concours dans 3 catégories et nous offrons $1000 pour les journalistes qui auront écrit d'excellents articles sur la pandémie du COVID-19. Merci encore à tous les participants. Merci à vous, Monsieur Idrissa Kane, et très belle soirée à vous tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est tellement que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Et les trucs techniques qui relèvent des médecins, peut-être qu'ils seront mieux à répondre. Merci beaucoup en tout cas. Merci. 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 Au revoir.